Bonjour. D'abord, avant d'écouter cette vidéo-là, j'ai fait un premier vidéo qui a pour titre Comprendre le système. Je vous invite à écouter cette vidéo-là avant d'écouter celui-ci parce que ça va vous aider à comprendre des choses dont je fais mention, mais je vais quand même au début faire un bref résumé d'éléments que j'ai mentionnés dans le premier vidéo. Peut-être que ça va être moins nécessaire de l'écouter. Donc, ce que je mentionnais dans le premier vidéo, c'est que nous sommes issus ici d'un pouvoir créateur phénoménal. Quelque chose qui peut sembler ésotérique et qui peut sembler avoir un caractère religieux, mais dans le fond, c'est ni un ni l'autre. C'est simplement un état de fait qui est démontré par notre présence à chacun de nous sur Terre ici. Euh, Comme nous sommes issus de ce pouvoir créateur-là, nous sommes aussi le prolongement de ce pouvoir créateur-là qui nous a donné la vie. Donc, en tant qu'être humain doté d'un pouvoir créateur, c'est nous qui avons créé le système, qui avons créé les gouvernements et qui avons créé l'argent pour que cela soit au service de l'être humain. Malheureusement, ce système-là, il a été manipulé par une minorité qui utilise les bénéfices, en fait, qui sont générés par le pouvoir créateur individuel, par le pouvoir créateur collectif aussi. Ils ont décidé de s'approprier les bénéfices personnels de sorte que ce que ça fait actuellement, c'est que l'argent qui devait être un outil au service de l'être humain est devenu un objectif absolu, nécessaire à notre survie elle-même sur Terre. De même, les gouvernements qui devaient être au service de la population, euh, en fait, ils nous dominent actuellement souvent et ils nous maintiennent dans l'illusion de service assez souvent. Je parle pas dans les bas niveaux de gouvernement, je parle dans la façon dont c'est structuré. Parce que les gens que j'accuse personne, les gens qui travaillent au gouvernement sont la plupart du temps dans une intention réelle et dévouée de service, mais il y a un problème à quelque part euh, qui est au-delà d'eux. C'est de la façon dont tout ça est construit euh, qui leur permet pas de rendre justice à leur travail finalement. Dans le premier vidéo, j'ai aussi démontré que nous n'étions propriétaires de rien. En fait, même si nous avons payé pour des biens que nous considérons comme nos biens propres. En fait, nous disposons de ces biens-là. En contrepartie, dans le système, ils ont prévu une fiducie que nous appelons la sûreté de la personne à laquelle nous devrions avoir accès librement. Selon moi, le montant déposé dans cette fiducie-là, je ne sais pas vraiment comment il est calculé, mais la contrepartie de ce montant-là, c'est l'acte de naissance original qui est gardé en sûreté à quelque part. Et il y a une fiducie qui est déposée, qui est créée à un autre endroit auquel nous devrions avoir accès librement. Puis cette fiducie-là, il y a des sommes d'argent qui sont déposées là. Et selon moi, les sommes d'argent qui sont là sont liées au pouvoir créateur de chaque être humain. Puis ce pouvoir créateur-là, il se manifeste par notre travail et par notre consommation. Donc, d'après moi, le montant qui est déposé là, c'est probablement la somme moyenne de ce qu'un être humain peut générer au cours de sa vie. Un être humain moyen va générer au cours de sa vie, tant par sa consommation que par son travail. On devrait, comme je l'ai dit, avoir accès à ça. Pour y avoir accès, mais nous devrions être éduqués à ce sujet-là, nous devrions être instruits. Si ce n'est pas le cas et qu'on ne peut pas y avoir accès librement, autrement, le système devient frauduleux. Donc, ce système-là est devenu une fraude tellement magistrale, là, un mensonge tellement gros que ça devient inadmissible pour notre intelligence. Si on veut en parler, là, la plupart du temps, puis si on veut aller fouiller là-dedans, la première réaction qu'il y a dans notre cerveau, c'est d'avoir une réaction de déni tellement que le mensonge y est gros.
Ce système-là, là, il est appuyé sur une loi qui existe depuis le temps de Jules César, qui s'appelle la loi de l'amirauté, ou dit autrement, c'est la loi maritime, ou dit autrement, c'est la loi des contrats. Euh, Cette loi-là, dans le fond, elle transforme l'être humain lui-même en objet de commerce. Donc, l'être humain étant un objet de commerce, il sert à produire des profits pour le 1% ou moins qui est derrière l'ensemble des corporations majeures, dont les corporations gouvernementales. Il y a une déclaration dans un de ceux familles qui sont derrière ce système-là, derrière ces corporations gouvernementales-là, qui sont les Rothschild. L'un des ancêtres Rothschild, il avait dit: Donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie et je me moque de qui fait les lois. Et c'est un état de fait. Si on veut suivre ici puis comprendre tous les problèmes qui sont présents dans notre monde, on a juste à suivre la voie de l'argent, puis on va trouver et comprendre la magouille qu'il y a derrière tout ça. Puis on va comprendre l'origine des problèmes. Puis l'origine des problèmes, la solution se trouve là aussi. Donc, les Rothschild, ils sont derrière l'ensemble de toutes les banques centrales de la planète, incluant la Réserve fédérale américaine. On pense souvent que cette Réserve fédérale-là, c'est sous la responsabilité du gouvernement. Ça répond au gouvernement, en fait, mais dans le fond, c'est un cartel de banques privées. Puis c'est comme ça dans tous les pays de la planète. En fait, toutes les banques centrales sont d'intérêt privé, puis c'est euh, c'est eux qui ont le contrôle de la monnaie dans les pays. Donc, ils se foutent de qui font les lois, ils imposent leur façon de faire dans le but de générer des profits pour ceux qui sont derrière les corporations gouvernementales. Les Rothschild aussi, ben, ils sont pas seuls, là, mais tout le groupe qui est associé, c'est eux autres qui sont derrière les grands médias de cette planète-là. Ils manipulent les informations de sorte que les dirigeants des quelques pays qui tentent, qui essaient ou qui réussissent parfois à sortir, à extraire leur pays de l'emprise de ce système-là, ils sont soit éliminés, soit on leur fait la vie dure, ou soit par l'intermédiaire de ces médias-là, qui sont possédés par cette emprise-là, ces entreprises-là, ils vont nous les présenter comme étant des tyrans afin de pouvoir aller y faire la guerre puis de les neutraliser ou de les éliminer carrément. Donc, moi, l'objectif aujourd'hui de ma présentation, c'est de vous parler du NESARA. Je me suis fait constamment un grand promoteur du NESARA. Le NESARA, ben, pour ceux qui ont lu ou quelque chose là-dessus, ça peut sembler un peu peut-être ésotérique ou ça peut relever d'un genre de vœu pieux parce que ça peut sembler peut-être un peu fantastique. Mais en fait, le NESARA, c'est issu d'une démarche cohérente pour mettre fin au règne de ceux qui nous dominent de façon malveillante et qui nous ont, dans le fond, littéralement transformés en esclaves. Donc, le NESARA, cela existe. Il y a un historique derrière ça. Je vais vous le résumer bien vitement là, pour que vous compreniez que ça ne vient pas de génération spontanée, là, que quelqu'un fabulait ça dans un rêve. C'est l'histoire, l'une des parties de l'histoire, parce que je vais m'en tenir à celle-là, mais il y a une autre facette aussi qui est tout aussi importante, dont je ne ferai pas mention ici. La partie dont je veux faire mention, c'est vers la fin des années 70, début des années 80, il y a de nombreux fermiers aux États-Unis, particulièrement dans le Midwest américain, qui ont été dépossédés de leurs terres. Ces fermiers-là, ils ont intenté un recours collectif contre la Réserve fédérale et le gouvernement américain en alléguant qu'ils s'étaient fait arnaquer. Leur démarche s'est poursuivie pendant de nombreuses années et ils ont finalement eu gain de cause devant la Cour suprême au début des années 90. Ce que ça a fait, c'est que ça a des implications majeures sur nos vies. C'est que dans le fond, eux, ils ont démontré que le mode de fonctionnement du système
et le système lui-même tel qu'il était, c'était une arnaque. Donc, ça a deux conséquences, c'est que ça oblige le système à se réformer et ça oblige aussi, ce que j'ai appris, c'est quand il y a une décision dans un pays, devant la Cour suprême, ça crée une jurisprudence qui est applicable dans tous les pays où on retrouve le même genre de difficultés, ce qui est l'ensemble des pays de la planète. Donc, ayant été démontré que le système est frauduleux, ça a obligé le système lui-même à prévoir une réforme, ne serait-ce que pour l'apparence minimum. On devait s'asseoir et envisager une réforme de ce système-là. Donc, c'est ça qui a été fait. On a regroupé, semble-t-il, des gens de toutes les sphères de la société pour prévoir une refonte socio-économique de l'ensemble. En fait, ça se passait aux États-Unis, donc une réforme socio-économique qui serait applicable aux États-Unis. On a mis ça dans un document qui s'est appelé le NESARA. En fait, c'est devenu une charte qui a été approuvée par le gouvernement américain. Et ça s'est appelé le NESARA pour National Economic Security and Reformation Act. Cette charte-là, elle a été transformée en loi par Bill Clinton en octobre 2000. Et il y a des preuves de ça. Si quelqu'un, moi, j'ai pas fait la démarche pour aller vérifier, mais il y a des preuves de ça. Si on va sur le site de la Maison-Blanche, on peut trouver des preuves que cette loi-là, elle existe. Par contre, les clauses du NESARA ont été mises sous scellé parce que ça impliquait un changement majeur, puis on attendait le moment opportun pour annoncer ces changements-là. Et le moment opportun, dans le fond, ça a été le 11 septembre 2001 à 10 h du matin, ça devait être annoncé dans les tours du World Trade Center. On comprend avec les événements qu'il y a eu un empêchement majeur. Et selon moi, les clauses n'ont pas été, ont été mises sous scellé. Donc, ce dont je vais vous parler, de mon point de vue, on ne peut pas savoir vraiment s'ils ont été mis sous scellé, qu'est-ce qu'il y avait dans ces clauses-là. Mais ça prévoit une refonte complète. En fait, c'est un changement complet de paradigme. De mon point de vue, c'est pas important, même pas important de savoir qu'est-ce qui nous a été transmis au niveau du NESARA, les clauses qu'ils contiennent, si elles sont véritables ou pas. Parce que de la façon que moi j'ai d'envisager ça, c'est que qu'elles soient réelles ou pas, qu'on les retrouve dans ce document-là qui n'a pas été décelé encore, selon ce que j'en sais. Alors, les clauses, elles impliquent un changement, puis comme nous sommes les créateurs, si on prend le temps de se pencher sur chacune de ces clauses-là, on comprend qu'elles sont la solution à de nombreux problèmes qui existent sur notre planète et qu'elles impliquent un changement complet de paradigme. Et ce que j'ai voulu vous présenter, et la façon dont j'ai d'aborder ça, c'est que c'est nous qui sommes les créateurs. Donc, à partir du moment où on comprend comment ça marche, c'est nous qui avons créé l'ancien système, c'est nous qui l'avons en quelque sorte maintenu par notre ignorance ou par notre silence. Maintenant, à partir du moment où on devient conscient, informé, ben, on peut envisager de créer un autre système et c'est à cet effet-là que je veux partager les informations qu'il y a dans le NESARA pour voir le lien qu'il y a avec la façon dont j'ai présenté le fonctionnement du système. En passant, ben, le NESARA, il existe une version, ça s'appliquait pour les États-Unis. Comme le même problème, on le retrouve dans l'ensemble des pays de la planète. À un moment donné, on a abouti à une version plus globale qui concerne tous les pays de la planète pour résoudre ce problème-là partout. Et là, ça a donné naissance à ce qui s'appelle le GESARA pour Global Economic Security and Reformation Act. Donc, je vais maintenant passer les articles qu'on trouve dans le NESARA un par un, puis on va voir le parallèle qu'il y a entre comment ça résout les difficultés. Donc, le premier article que ça
mentionne l'annulation de toutes les dettes liées aux cartes de crédit, aux hypothèques et aux autres emprunts bancaires suite aux activités illégales du système bancaire et des gouvernements. Dans le premier vidéo, j'ai clairement expliqué comment l'argent est créé à partir de rien, finalement, par les établissements bancaires. Donc, c'est une fraude. Et là, on résout complètement cette fraude-là. C'est pas magique. On s'est fait arnaquer de cette manière-là. Et, euh, et on résout la difficulté en mettant fin à ces emprunts-là. De la même façon, j'ai expliqué dans le premier vidéo que l'impôt sur le revenu, qui sert en majeure partie à payer la dette et l'intérêt sur la dette et qui sert aussi à de l'armement, ça ne sert pas véritablement au bien public comme on le prétend, parce que quand on comprend la façon dont l'argent est créé, pour tous les actifs qui sont présents sur le territoire d'un pays, il n'y aurait aucune raison d'emprunter si les gouvernements se réappropriaient le pouvoir créateur qu'ils ont d'imprimer l'argent sur leur territoire. Il n'y aurait aucune raison d'emprunter. Donc, on élimine la dette et tout ce qui vient avec. Donc, l'impôt sur le revenu, tel qu'on le connaît, n'aurait pas sa raison d'être. Donc, le NESARA prévoit l'abolition de l'impôt sur le revenu, prévoit l'abolition de l'IRS. L'IRS, c'est l'Internal Revenue Service, c'est comme l'Agence de revenus du Canada pour le Canada ou l'Agence de revenus du Québec pour le Québec. C'est évident que si on abolit l'impôt, ces agences-là n'ont en partie plus la raison d'être. En fait, on mentionne dans le NESARA qu'on maintient, par exemple, les taxes à la consommation. Donc, il y aurait la création d'un taux fixe de taxe de vente. Dans ce cas-là, on mentionne 14%, applicable sur les nouveaux biens non essentiels seulement comme source de revenus pour le gouvernement. En fait, de la façon dont moi je comprends ça, c'est que par le biais de ces taxes-là, puis on peut varier le montant de taxation, mais ça jouerait dans ces montants-là, ben, ça peut donner des revenus au gouvernement pour compenser pour les services et les dépenses courantes, dans le fond, mais qui ne sont pas des dépenses d'immobilisation. Toutes ces dépenses-là seraient couvertes par la taxation, puis ça pourrait être géré par un organisme nouvellement créé ou qu'on donne un mandat différent aux organismes qui sont l'Agence de revenus du Canada, du Québec ou l'Internal Revenue Service aux États-Unis. Ça prévoit l'élimination de la réserve fédérale américaine parce que c'est un cartel de banques privées. Ça a été mis sur pied, dans le fond, pour assujettir le gouvernement des États-Unis et sa population. Et ça s'est étendu à l'ensemble du monde parce que derrière le FMI puis la Banque mondiale, c'est la Réserve fédérale américaine qui est là. C'est juste que ça change de nom, en fait, mais c'est la même chose. Donc, la réserve, on a utilisé aux États-Unis les billets qui venaient de la Réserve fédérale américaine, qui est de l'argent sans valeur, ce qu'on appelle de la monnaie de singe. Donc, dans les clauses du NESARA, on prévoit la création d'une nouvelle devise américaine, qu'on appelle la monnaie arc-en-ciel, qui est soutenue par des métaux précieux comme l'or, l'argent et le platine. C'est la même chose ça va être la même chose dans tous les pays de la planète. Donc là, on n'aura pas de l'argent. Si on ne veut pas transiger en argent, on peut toujours se réfugier sur des valeurs tangibles qui sont l'or, puis ça va être une valeur universelle à ce moment-là, donc une valeur équitable et uniforme. Ça va permettre la restauration de la sphère financière privée, de la façon dont les transactions vont pouvoir se faire. Ils vont pouvoir se faire de façon juste et équitable à partir d'un échange monétaire qui est basé sur du réel. Ça prévoit la mise en place d'un nouveau système bancaire et de trésorerie américaine en alignement avec le droit constitutionnel. Ce système bancaire-là, il va être appuyé justement sur du concret, qui est l'or, l'argent, le platine, et aussi
ben, la façon dont les prêts seront faits, s'il y a encore des prêts rendus là, on verra, ça sera peut-être plus nécessaire. Euh, ben, l'argent, ça va falloir qu'ils prêtent de l'argent qu'ils vont avoir entre les mains, pas de l'argent créé à partir de rien, comme c'était le cas dans le système bancaire actuel. On parle du retour au droit constitutionnel aussi pour tous les tribunaux et pour toute question juridique. Le droit constitutionnel, ça veut dire que ça met fin à la loi de l'amirauté. La loi de l'amirauté, c'est la loi qui... c'est la loi maritime, c'est la loi qui transforme l'être humain en marchandise, dans le fond. C'est un bien commercial. Ça devient un bien commercial, alors que la loi, le droit constitutionnel tient compte, l'être humain, c'est la base de ce droit-là. Et on a vu dans le premier vidéo, j'ai mentionné que notre relation avec le système se fait par l'intermédiaire de la personne juridique dont le gouvernement par le nom qui est énoncé dans l'acte de naissance, et c'est le gouvernement qui émettait cet acte-là, et c'est lui qui en était le propriétaire, et ça disait clairement que nous exerçons nos droits civils sous le nom qui nous est attribué dans l'acte de naissance. Donc, c'est la personne juridique qui... ben, ici, on fonctionne avec des codes, là, puis tous les codes, tout ce qui est décrit dans les codes, le code criminel, le code de la route, le code de ci et de ça s'applique à la personne juridique, ça ne s'applique pas à l'être humain. Donc, le droit constitutionnel, c'est le droit commun, là, ça s'applique à l'être humain. Puis l'être humain, dans le fond, la règle de base, c'est ne fais pas de mal à ton prochain. C'est la règle de base, c'est beaucoup plus simple et ça part de là. Donc, on prévoit le retour au droit constitutionnel et le recyclage de tous les juges et de tous les avocats en droit constitutionnel. Donc, tout le système de code, ça tomberait désuet parce que ça ne s'applique pas à l'être humain, ça s'applique, comme je le dis, à la personne juridique. Et la personne juridique, dans le fond, c'est une feuille de papier. C'est l'acte de naissance. Ça prévoit aussi le déclenchement de nouvelles élections à la présidence et au Congrès américain au plus tard 120 jours après l'annonce du NESARA. J'ai mentionné que dans les faits, on vit dans une fausse démocratie parce que les gens qu'on met en place pour nous diriger, dans le fond, ils travaillent pour des corporations gouvernementales, c'est eux leur boss parce que c'est lui qui imprime la monnaie, c'est lui qui dirige, puis comme les pays n'impriment pas la monnaie, ben ce sont ceux qui impriment la monnaie, qui ont le pouvoir sur la monnaie, qui donnent les directives, puis tout le reste, ben c'est un peu une illusion. Donc, pour corriger ça, on prévoit des élections, puis on retourne en véritable république. Ça, c'est pour les États-Unis, mais ça va être la même chose d'une certaine façon. On va s'assurer que tous les pays on va mettre fin à la pratique, selon moi, si je comprends bien, de tout ce qui s'appelle les corporations gouvernementales, telles qu'elles sont, telles que le pouvoir s'exécute à travers elles, partout sur la planète. Ça va prévoir aussi la surveillance des élections afin d'empêcher les activités illégales de groupes d'intérêts spéciaux. On voit qu'il y a de toutes sortes de façons, les résultats des élections sont manipulés de multiples façons quand c'est pas directement dans la compilation des bulletins de vote eux-mêmes, on manipule l'opinion pour emmener les gens dans une direction plutôt qu'une autre pour des intérêts qui sont ceux recherchés par les propriétaires des corporations finalement. Ça prévoit la cessation de toutes les actions militaires agressives partout sur la planète. Je pense avoir mentionné dans le premier vidéo que le pouvoir des corporations gouvernementales s'exerce à 3 niveaux. Le niveau de base, ça se passe au Vatican, c'est eux qui sont propriétaires des actes de naissance. Le pouvoir économique au niveau purement argent, là, ça se passe dans la Cité de Londres.
Et pour imposer ce système-là à la grandeur de la planète, on a inventé un autre pays à l'intérieur d'un pays qui est Washington, D.C. Puis là, c'est le pouvoir militaire, dans le fond. Fait que la plupart des guerres qui ont eu lieu, en particulier depuis l'an 2000, depuis 1900, en fait, c'est des guerres qui ont été fabriquées pour... on a créé des événements pour faire croire que la démocratie était menacée, puis là, ça permettait d'aller intervenir après. Puis, règle générale, ces guerres-là ont été créées pour s'assurer de maintenir l'emprise sur l'ensemble de la population mondiale. Donc, à partir du moment où on corrige les... on ramène ça vraiment au droit de la Terre, au droit commun, puis qu'on met fin à ce système-là, ben les guerres, on va s'apercevoir que ça devient pas nécessaire, puis on va s'apercevoir facilement aussi que l'être humain, c'est pas un être guerrier, c'est un être de collaboration, c'est un être d'amour, c'est ça qu'on porte dans nos cœurs. J'en ai fait mention aussi dans le premier vidéo, que si on met l'être humain en position de s'exprimer naturellement, c'est ça qui va ressortir. Ça permet la libération d'énormes sommes d'argent à des buts humanitaires et le lancement de la première phase d'un vaste plan de prospérité prévoyant la redistribution partout sur la planète de grandes richesses accumulées au cours de nombreuses décennies. En fait, il y a des programmes de prospérité qui sont déjà mis en place. Il existe, c'est pas magique cela, là, c'est tout ce qu'on génère par notre pouvoir créateur, ça, c'est toute une phénoménale économie. Et actuellement, cette économie-là est canalisée vers le 1% de la planète, de la population, donc qui nous domine. Et si on récupère ces sommes d'argent-là, puis si on les appuie sur des valeurs tangibles, il existe des énormes ressources d'or ici et là sur la planète, semble-t-il. Ça permet de mettre en place des programmes de distribution de fonds de prospérité pour chacun des habitants sur la planète. Et ces programmes-là, ils existent. J'en ai la preuve, pas personnelle, mais j'ai un ami qui a vu un document sur lequel, l'original d'un document, il y a une drôle de hasard par lequel il a été mis en contact avec ce document-là. Et dans l'original, ce qu'il a vu, c'est que c'était un des fonds de prospérité qui attendait pour être le moment opportun pour être distribué. Et il y avait sur ce document-là le chiffre en 1 suivi de 70 zéros. C'est énorme. Et ce n'est qu'un des fonds selon ce que j'en comprends. Donc, on a été mis en état de survie ici, puis ce problème-là de survie lié à la question monétaire, il va se résoudre par ça. Puis on a fait de l'argent aussi un objectif parce qu'on est en survie, puis là, ce qu'on constate, on va s'entretuer pour ça, puis c'est lié à notre survie, alors que c'est pas dans notre nature. Là, les sommes d'argent vont être tellement phénoménales que notre survie va être complètement assurée, puis on va pouvoir envisager la vie complètement différemment. C'est ce que prévoit le NSA. Euh, Ça prévoit l'augmentation du soutien aux personnes âgées. On comprend qu'une personne âgée arrive à un moment donné où au niveau économique, on est moins en état, quand on est âgé, de générer de l'économie. En tout cas, on ne génère pas de la même façon que quand on est plus jeune. Donc, notre contribution à la société se fait différemment, mais ça ne se fait pas quand on est âgé par une augmentation peut-être de la masse économique. Donc, ça prévoit de soutenir ces personnes-là différemment. Ça prévoit, on va rentrer dans d'autres choses plus délicates, si je peux dire, la divulgation au sujet de nos origines et de notre prédestination divine, dont l'existence de relations secrètes entre certains gouvernements de la Terre et certains peuples extraterrestres. En fait, toute l'histoire qu'on nous a racontée sur nos origines depuis le tout début, c'est un phénoménal paquet de mensonges. Tout ce qui est raconté
on était contrôlé, pour la majorité des peuples de la Terre, par des religions. Dans les écrits qui sont derrière les religions, comme la Bible et le Coran, entre autres, il y a possible que ces textes-là aient été écrits de la bonne façon et dans un but noble, mais ils ont été récupérés et transformés au fil du temps, de sorte que s'ils ont vraiment existé, maintenant, ils sont remplis de mensonges et on se sert de ces mensonges-là pour manipuler la population et nous dissimuler nos origines. Donc, moi, j'ai choisi une façon d'expliquer, basée sur des faits, la façon dont on origine à l'intérieur du sein de notre mère, qu'il y a une puissance de création qui est à l'œuvre et qui nous donne naissance, et que cette puissance-là nous habite et que nous en sommes le prolongement. C'est pour moi une façon terre à terre de considérer la chose. Mais c'est un état de fait que nous sommes le prolongement de la divinité, mais comment expliquer ça aux gens d'une manière qui ne soit pas perçue comme étant de la religion ou quelque chose qui est ésotérique, ça peut être compliqué. Fait que moi, j'ai choisi cette façon-là. J'en ai une autre dont je vous ferai mention juste un peu plus loin. Ça prévoit aussi la mise en place et le droit à l'utilisation de nouvelles technologies liées à l'utilisation de l'énergie libre, la dépollution des technologies de guérison en utilisant des machines en fait et des technologies par le son. Il y a différentes technologies qui sont déjà disponibles et qui peuvent nous être partagées par des êtres venus de d'autres dimensions qu'on appelle des extraterrestres, ou ça peut aussi être des intraterrestres. Euh, Donc, tout ça, c'est les principales clauses du NESARA. Comme je l'ai dit, je ne sais pas vraiment euh, comment ces clauses-là sont venues à notre connaissance. Euh, Ce que je sais, c'est que peu importe qu'elles existent ou pas, c'est que ça prévoit clairement, je pense que l'avoir bien démontré, que ça corrige beaucoup de problèmes qui existent ici. Puis entre autres, on va s'apercevoir que par les fonds de prospérité, puis toutes les autres, il y a d'autres façons prévues de remettre énormément d'argent en circulation. Il y a plein de problèmes qui vont se corriger rapidement, dont les problèmes environnementaux. C'est des problèmes qui sont, de mon point de vue, créés de toutes pièces. J'élaborerai pas là-dessus, mais on est dans un monde de hyper-consommation. Puis je crois que c'est paradoxal, mais en mettant d'énormes sommes d'argent à la disponibilité des gens, c'est drôle, mais je crois que notre besoin de consommation va s'atténuer grandement. Et c'est ça. Parce qu'on nous a fait croire que notre bonheur était dans la consommation, parce qu'on s'échine à travailler pour survivre ici, puis on s'aperçoit qu'on n'a pas le temps souvent d'utiliser les biens qu'on se procure, parce qu'on est obligé de courir pour travailler, puis à un moment donné, on va se rendre compte, si on a beaucoup d'argent, que c'est un peu inutile. Dans le fond, beaucoup de ces biens-là sont inutiles, puis à un moment donné, il y a beaucoup de biens qui sont produits, qui s'en vont dans des sites d'enfouissement sans avoir eu une vie utile véritable. Il y a l'obsolescence programmée aussi, c'est des choses qui vont s'atténuer ou s'arrêter tout simplement, puis il y a beaucoup de problèmes liés à l'environnement qui vont se régler de cette façon-là. Donc, tout ça, ça va permettre. Moi, j'ai écrit des livres. Le premier livre, j'ai fait beaucoup mention d'estime de soi, d'estime personnelle. Ce que j'ai réalisé, c'est que chaque fois qu'on va dans la manifestation de nos rêves, notre estime personnelle s'accroît. Quand on rentre plus en contact, plus on rentre en profondeur en contact avec notre estime personnelle, plus on devient en contact aussi avec quelque chose qui rentre dans l'intangible, que moi j'appelle l'aspect divin. Moi, ce dont j'ai mentionné au début du premier vidéo que j'avais fait un basculement de conscience, puis l'une des choses dont j'ai pris conscience, c'est que nous ne sommes pas ce que nous voyons. Nous sommes ça, mais nous ne sommes pas ça réellement. C'est une partie de nous à laquelle on accorde beaucoup d'importance
et pourtant, c'est la partie, c'est une infime partie de qui nous sommes. Et moi, ce que j'ai compris, c'est le corps, c'est une masse de matière organique et minérale. Mais ce qui lui donne vie relève de l'intangible. Et puis, j'appelle ça, moi, de l'énergie qui s'introduit dans le corps. La façon de le démontrer, pour moi, j'ai une façon simple de le démontrer, c'est que, mettons que je fais une activité sportive, genre jouer dans un match de hockey dans lequel j'ai du plaisir, que je m'amuse, je m'exprime beaucoup, puis subitement, je fais une attaque cardiaque foudroyante et je tomberais de mort. Puis là, les gens autour de moi, au lieu de paniquer, au lieu d'essayer de faire des manœuvres de réanimation, ils se contentent d'observer le phénomène. Ce qu'ils vont se rendre compte après quelques minutes, c'est que le corps qui est là, qui ne bouge plus, qui est inanimé, c'est exactement le même corps qui s'amusait follement. Il y a à peine quelques minutes auparavant, il y a la même grandeur, le même poids, la même couleur de yeux, tout est pareil dans le corps. Mais il y a un élément fondamental qui manque, c'est que la vie l'a quitté. Fait que la question qu'on peut se poser à ce moment-là, est-ce que quelqu'un l'a vu, la vie quitter? Alors, ça amène à l'observation suivante, c'est que la vie qui anime le corps, ça relève du domaine de l'intangible. Moi, j'appelle ça de l'énergie. Alors que le corps lui-même, ce n'est qu'un assemblage de matière organique et minérale qui retourne à la Terre, tout simplement, tel qu'il est mentionné à certains endroits. Euh, pour ce qui est de l'énergie, ben, pour avoir accès et comprendre ça, on est doté de 5 sens ici. Ces 5 sens-là ont aussi leur prolongement dans le domaine de l'hypersensibilité. Euh, si on a un sens de la vue, ben on peut être clairvoyant. Si on a le sens de l'audition, on peut être clairaudient. Donc, c'est des perceptions qui font partie de qui on est, mais quand on touche à ça, ben là, on rentre dans le domaine de plus de l'énergie. Puis l'énergie, ben, il y a des gens justement qui sont clairaudients, qui sont sentis, qui sont clairvoyants, c'est ça. Puis moi, la partie qui m'intéresse, c'est que l'énergie, elle habite le corps et elle pulse à l'intérieur du corps et c'est ça qui nous donne notre direction. C'est ça qu'on s'en rende compte ou pas, qui nous dit de tourner à droite, à gauche, d'aller en haut, d'aller en bas. C'est juste ça. Donc, de ce point de vue-là, l'énergie, elle ne se perd pas, elle se perpétue dans le temps. Le corps, lui, reste ici, mais l'énergie, elle s'en va dans d'autres dimensions et elle peut habiter un autre véhicule terrestre dans un autre corps. Alors, moi, je me nomme Yves de la famille des Dubé dans ce corps-ci, Euh, mais je peux très bien revenir dans un autre corps. Ça rend possible et plausible, en fait, la théorie de la réincarnation. C'est que la vie se poursuit dans d'autres dimensions, puis ça n'empêche pas que cette énergie-là vienne s'introduire dans un autre corps à un autre moment donné. Et peut-être même dans le même espace-temps, peut-être que la même énergie peut habiter plusieurs corps sur la planète. Je ne peux pas élaborer là-dessus. Je n'ai pas d'expérience qui me permet d'affirmer ça. Par contre, ce que je peux dire, juste pour compléter ce dossier-là, cette vidéo-là, c'est qu'on me dit, dans les gens que j'ai rencontrés qui ont des capacités extrasensorielles, là, on m'a dit que j'ai travaillé en fait beaucoup, beaucoup sur le dossier économique ici, puis tout ce qui concerne le GESARA, je me sens très concerné par ça. J'en ai fait la promotion, beaucoup. Intuitivement, je peux dire que dès l'instant où j'ai entendu parler du NESARA, moi, ça me rejoint complètement. Puis là, plus que j'ai investigué, puis je me suis intéressé à ça, plus j'ai compris, puis plus je me suis engagé dans des expériences, plus j'ai compris le sens logique de ça. C'est cette logique-là que j'ai voulu partager. Ben, il y a quelqu'un
j'ai rencontré différentes personnes en cours de route qui ont des capacités extrasensorielles, dont une qui m'a dit que ça faisait 40 vies que je m'incarnais sur Terre euh, et que je m'intéressais à ce genre de dossier-là. Dans une autre rencontre qui a eu lieu beaucoup d'années auparavant, il y a quelqu'un qui m'avait mentionné que j'avais été présent sur Terre au temps de Jésus et que je l'avais même côtoyé. Ce que j'ai lu dernièrement dans un texte, et que je comprends de certaines choses, c'est que cet homme-là, Jésus, il est venu ici à une certaine époque. Et il a travaillé lui-même sur ce dossier-là, et c'est curieusement, il est devenu une menace pour le système qui était en place à ce moment-là. Et ça serait en partie pour ça qu'on l'a éliminé. Et d'autre part, ben, c'est à cette époque-là qu'il serait devenu une menace pour un monsieur qui exerçait une domination sur le monde ou qui prétendait à ça, qui s'appelait Jules César. Et c'est lui qui aurait mis en place la loi de l'amirauté à ce moment-là, une loi dont, euh, qui influence nos vies actuellement. Le Nessara prévoit de mettre fin à ça, puis de revenir à quelque chose qui est profondément axé sur l'être humain, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec la nature, le droit commun qui est simplement appuyé sur des règles du gros bon sens, qui est appuyé sur des lois universelles ici aussi qui s'appliquent partout dans l'univers, mais qui sont aussi appuyées sur un simple gros bon sens, puis qu'on soit capable de les nommer, de les verbaliser ou pas, elles s'appliquent tout simplement, puis qu'on les comprenne ou pas, ou qu'on soit conscient qu'elles existent ou pas, c'est même pas important. Ces lois-là, elles sont là et elles s'appliquent. Donc, la chose à faire, ça serait, de mon point de vue, d'essayer de se mettre en relation avec ces lois-là, puis de s'harmoniser à elles. Ce que je comprends, moi, c'est que le Nessara est un grand pas euh, pour aller dans cette direction d'harmonisation-là, et c'est pour ça que j'en fais la promotion depuis longtemps. Voilà.